Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à bord de votre compagnie aérienne préférée, Affairage Airways. Je suis Aïssata. Moi, c'est Laurence. Et c'est parti pour le 3e épisode. Yeah! So, Aïssata, ce week-end, tu as fait quoi de spécial? Écoute, ce week-end, j'étais en mode je prépare le podcast et tout. Et donc, j'ai regardé le documentaire qui est sorti sur Netflix de Maître Gims. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Gims. Gims, je pense qu'ils avaient fait la promo ou bien tu pouvais t'ajouter un rappel. Ouais, un truc comme ça. Bon, mon fanatisme a des limites. Je me suis pas mis de rappel. Mais comme c'est le genre de truc que je regarde, dès que j'ai ouvert mon Netflix et tout, ils me l'ont mis. Donc, j'ai regardé ça ce week-end et je me disais, ouais, ça va être trop le truc dont on va parler pendant le podcast et tout. J'étais prête. J'ai appris quoi de fini spécial le documentaire, vraiment rien à signaler quoi. C'est une star. C'est une star. On connaît son frère Dadju. Ouais, il a un frère qui a un peu la haine, qui dit que ça aurait dû être lui qui était Gims. Mais sinon, à part ça, franchement, rien à signaler. Donc j'étais quand même un peu déçue parce que je pensais trop que ça allait être un sujet pour le podcast d'aujourd'hui. Mais pas de drame avec, je sais pas, familial, Dem vient quand même d'une famille connue, non? Oui, mais c'était vraiment sur lui. Donc on n'a pas beaucoup parlé de sa femme. Sa femme a un peu parlé, mais elle parlait de lui. Lui, il a vécu dans la Hesse. Je dis pas ça pour rigoler ou quoi que ce soit. En fait, non, il a eu une enfance difficile. Il a connu la précarité, mais bon, voilà quoi. En fait, quand j'ai fini le documentaire, j'étais comme, ok, bon, bah, au suivant. Est-ce que tu as appris quelque chose de spécial sur pourquoi il porte les lunettes, là? Les fameuses En fait, lunettes? c'est un délire qu'il a commencé quand il était super jeune. Au moment où il rencontrait ses gars de la section et tout. Et il a fait un freestyle une fois sur Internet. Il avait ses lunettes et les gens ont commencé à l'appeler l'homme aux lunettes. Et depuis... Moi, c'est ça que j'ai compris depuis. Bref, je sais pas pourquoi, du coup, il garde les lunettes et tout, mais c'est ça le truc. Donc, ça fait partie de son personnage. Ça fait partie de son personnage. Et puis, de toute façon, c'est ça. Hein, quand tu vois Maître Gims, tu sais que, voilà, c'est lui. Mais par contre, je sais pas, j'ai une amie qui me disait, et puis c'est vrai, comment depuis la Lune n'a pas sorti sa marque de lunettes? C'est vrai, hein? Genre, ça, c'est de l'argent. En tout cas. Mais c'est sûr que c'est un influenceur mondial, donc je suppose qu'il se fait payer pour porter certaines marques de lunettes, mais... Moi, je l'ai jamais vu dire, voilà, ça, c'est telle marque que je porte. En même temps, je le suis pas assez. Justement, parlant même de Netflix, tu m'avais donné comme devoir d'essayer de regarder les Mignonnes, non? Mais oui! Le choc! Notre affairage du jour! Les Mignonnes! Alors... Les cuties, hein, pour ceux c'est ça. Si votre Netflix est en anglais, ça s'appelle Cuties. En français, Les Mignonnes. Et je pense que même ceux qui n'ont pas regardé, vous avez dû entendre parler de ça à un moment donné parce que... En tout cas, la manière dont moi j'ai entendu parler des Mignonnes, c'est que j'ai vu une affiche Netflix du film qui circulait sur les réseaux sociaux et les gens se plaignaient, et puis ils avaient raison de se plaindre, que l'affiche était très provocatrice. Donc sur l'affiche, on voyait des préadolescentes. En tout cas, des préadolescentes là, de 11-12 ans dans des positions vraiment... Position de 3h du matin, quoi. En tout cas, elles étaient dans des positions, tu sais, genre, quand tu imagines Cardi B dans son clip WAP, quand elle est par terre, bref, c'était des positions vraiment bizarres. Avec des accoutrements aussi qu'un enfant ne devrait pas porter, quoi. Exact. Et cette affiche-là a fait la une. Les gens se sont plaints que, mais qu'est-ce qui se passe? Comment Netflix peut sortir une affiche comme ça, etc. Donc, ça a vraiment fait le buzz au point où les gens se sont tellement plaints que Netflix s'est excusé publiquement, a changé l'affiche. Et là, ils ont mis l'affiche, en fait, du vrai film. J'ai envie de dire la vraie affiche du film, l'affiche qui a été utilisée lorsque le film est sorti au cinéma en France. Ouais. Et là, tu te rends compte que la photo qu'ils avaient mise avant, c'était une photo vraiment prise hors contexte. Une scène vraiment très particulière du film. Ça a causé un gros tollé, ça fait que tout le monde en a entendu parler. Et puis c'est là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est un film fait par une réalisatrice franco-sénégalaise. Le film sortait au cinéma en France et Netflix a racheté les droits de diffusion à l'international. Donc après que ce soit sorti au cinéma en France, Netflix allait le diffuser dans tous les autres pays du monde. Et c'est un film qui a quand même gagné énormément de prix. Comme quel genre de prix? Ça a gagné un prix au festival Sundance. Ok, donc ça c'est une festival qui a une grande notoriété. Ouais. Dans quelle catégorie? Ma chérie. Bon, ils ont gagné un prix, ok. Et puis, les gens qui sont allés voir le film en France, en tout cas, en parlaient en bien, parce que ça suscite quelques questions qui sont quand même importantes. Mais avec la couverture que Netflix a fait, ça amplifie en fait
Mais en fait, ça a fait de l'ombre au vrai message que le film voulait faire passer. Parce que tous les gens qui se sont plaints, ils se sont plaints de la couverture. Ils ont dit que la couverture que Netflix a faite est inadmissible et que ça fait la promotion de la pédophilie infantile, enfin pédophilie c'est infantile, de la pédophilie, de la sexualisation, de la pornographie du corps, infantile, d'une préadolescente. Et que genre, on devrait boycotter le film, on ne devrait pas le regarder. Et les Américains... Mais ça, c'est les gens qui lisent les titres, en fait. Ils n'ont pas... Qui ne sont pas allés chercher plus loin que ça. Mm-hmm. Et il y a eu beaucoup d'Américains, je ne sais pas pourquoi les Américains d'ailleurs, qui se sont enflammés, qui ont fait des hashtags cancel Netflix, donc annulons Netflix. Ils ont signé des pétitions. Donc c'était quand même intense, au point où la réalisatrice a dû quitter les réseaux sociaux pendant un moment donné parce que les gens la menaçaient carrément. Mais quand même, aux États-Unis, il y a quand même une faction importante qui est conservatrice. Oui, ils sont conservateurs, mais encore une fois, ils se plaignent d'une couverture sans savoir de quoi parle le film. Ils n'ont pas regardé le film. Et ils estiment juste que si c'est ça la couverture, c'est que le film n'est pas à regarder. Alors que non. Genre, au moins, lis le résumé, quoi. Lis le résumé du film, et puis une fois même que tu lis le résumé, même moi, quand j'ai vu la couverture sans savoir de quoi le film parlait, je me dis, mais c'est quoi ce délire ? Et après, quand j'ai vu de quoi le film parlait, j'avais hâte qu'il sorte. Fallait me voir sur Netflix. Tous les jours, je tape le nom du film, ça sort pas. Ouais. Donc, moi, j'avais quand même hâte de le voir. Et pour vous donner une idée de quoi parle le film, en fait, le film raconte l'histoire d'une jeune fille. Elle s'appelle comment ? Amy. En tout cas, si elle s'appelle pas Amy, là, c'est que bon. Bon, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui, on pense qu'elle s'appelle Amy. C'est une jeune fille d'origine sénégalaise, elle emménage quelque part avec sa famille, qui est sénégalaise, musulmane. Donc, on voit des scènes où elle va à la mosquée, etc., pour te montrer qu'elle vient d'une famille vraiment religieuse, traditionnelle. Et de l'autre côté, elle rentre dans une nouvelle école, elle se fait de nouvelles amies. Et ces nouvelles amies ont un groupe de danse. Et donc, pour s'intégrer, elle commence à essayer d'apprendre à danser. Le film s'appelle Les Mignonnes parce que son groupe de danse avec ses amis qu'elle va finir avec qui elle va finir par sympathiser, ce sont les Mignonnes. Et puis, dans les danses qu'elles font, elles se retrouvent à faire des danses quand même plutôt osées. Comme WAP de Cardi B. Exactement. Elles ont un mauvais fond dedans, là. Vous voyez quand Cardi B est par terre, elle prend son poing pour taper par terre. Vous voyez tous. Vous voyez, c'est ça qu'elles font dedans. Et c'est choquant parce qu'on ne s'attend pas à voir des petites filles faire ça. Mais c'est un peu ça l'histoire en général. Et à travers ça, à travers la manière dont Amy essaye de naviguer entre sa famille qui est vraiment traditionnelle et son groupe d'amis qui est un peu plus moderne, ce sont des vraiment préadolescentes qui... Trop moderne même. Je regardais ça, je disais, mais moi, à 11-12 ans, j'avais pas ce genre de problème, quoi. Qui cherche les gars, dans la manière dont elle danse, tu te dis, vraiment. Elle emprunte, genre, les vêtements de son petit frère pour faire des crop tops. Exactement, qui se maquillent, etc. C'est des petites, vraiment, qui veulent grandir trop vite, plus vite que leur âge. Mais en même temps, souvent, le film, par moment, te rappelle qu'elles sont juste des enfants. Donc, c'est ça le contraste, en fait, qu'on remarque souvent dans le film. Donc c'est ça le contraste. Et ce que la réalisatrice essayait de montrer, en fait, c'est que ces jeunes filles-là, en essayant de grandir, étaient confrontées à quand même des modèles de féminité qui les poussaient à l'hypersexualisation. Donc, c'est à travers ce qu'elles voyaient sur les réseaux sociaux, les vidéoclips, etc., qu'elles apprenaient tout ça. Ça venait pas, elles ne se sont pas réveillées en mode révélation, je vais aller twerker. Non, c'est des trucs qu'elles ont vus quelque part qui les poussent à être comme ça. Et donc, dans tout le monde, tu as plusieurs personnes qui vivent des expériences différentes. Mais je pense que le truc dont il faut qu'on s'en rende compte, c'est que de plus en plus, les filles comme Amy dans le film, le petit groupe des Mignonnes, ça devient quand même une majorité de jeunes filles. Parce que... Elles sentent les mêmes pressions, en fait. Exact. Que nous, au même âge. C'est ça. Ben, pas au même âge, mais à nous, cet maintenant, la petite, elle se rend compte que lorsqu'elle poste des choses sur les réseaux sociaux où elle montre son corps, où elle se dénude, elle a beaucoup plus de likes qu'en général. Donc Exactement. Elle veut se dénuder encore plus. Ouais. Et si tu n'as pas eu le temps de bâtir ta conscience, de bâtir tes valeurs, tes critères, ça peut être dur parce que tu vas chercher à te dénuder, tu vas chercher l'attention des autres. Exact. Alors que nous, on a eu la chance que... Enfin, je sais pas, moi je suis consciente que si je mets photo en maillot de bain, j'aurais beaucoup plus de likes. Mais bon, je m'habille sur mes photos, sauf une fois à l'année. Et mais parce que je sais que c'est pas les likes que je suis venue chercher sur la terre. Donc, c'est un peu difficile. Ouais. Et en voyant le film, après avoir vu les commentaires de la réalisatrice, après avoir vu ce qu'elle voulait faire transmettre, j'ai tout à fait compris ce qu'elle voulait faire transmettre. Elle voulait montrer une jeune fille qui cherche son modèle de féminité, qui est en train de devenir femme, qui est un peu
divisé entre deux mondes. Donc, le monde de l'hypersexualisation et le monde traditionnel et qui ne sait pas où aller, surtout parce qu'elle ne se retrouve pas à 100% dans aucun de ces mondes. Et on dirait qu'elle n'a pas de refuge ou de personne dans sa vie. La personne à qui parler. Ouais, c'est ça. Avec lesquelles elle peut se confier techniquement parce que même quand elle a l'occasion de se confier avec des gens de son âge, elle est quand même réservée, je trouve. Oui, mais parce que c'est les gens qu'elle veut impressionner, des gens avec qui elle veut se donner un certain genre, etc. Donc moi, je trouve que c'est quand même un film à voir qui pousse à se poser des questions intéressantes. Ouais. Des questions telles que, comme tu disais tout à l'heure, à quel moment est-ce que quelqu'un doit être exposé aux réseaux sociaux? Et même si ton enfant n'est pas sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'autres influences, il y a la télévision, même si ton enfant n'a pas les réseaux sociaux à la maison, il va à l'école, il parle aux autres. Mais il y a eu un contraste qui m'a quand même choquée quand j'ai fait la réflexion. Il y a une scène dans le film où Amy a ses règles pour la première fois et sa tante justement la félicite que « Oh, maintenant tu es une femme et tout ». Et sa tante lui raconte qu'à son âge, elle était déjà mariée. Tu te souviens de cette scène? Oui. Et en fait, moi, je me suis dit, bon, on regarde ça d'un point de vue de l'Occident où on dit que, OK, ces jeunes filles-là ne devraient pas être sexualisées, mais en même temps, on a une société qui se dit traditionnelle, qui, à une certaine époque, les mêmes filles de cet âge-là étaient déjà mariées ou allaient déjà en mariage. Donc, pas nécessairement pour comparer, mais je me dis là, dans le contexte, par exemple, de la France, dans lequel le film, je pense que c'était en France, hein, oui, c'est en France. À Paris, on voit des filles qui se dénudent, et dans l'autre société, dans l'antan, ces mêmes filles-là, bien qu'elles n'étaient pas dénudées, elles étaient déjà mariées à un jeune âge. Oui, mais c'est différent dans le sens où quand... Si on va dans ce qui est traditionnel, quand on te marie à ce jeune âge-là, c'est pour que tu ailles remplir ton devoir de femme. Et donc, même si... Et je dis ça dans ce contexte bien précis, c'est pas forcément ce que je pense. Et même dans ces contextes-là, si tu vas et que tu te dénudes au hasard pour rien, ça reste un problème. Parce que quand tu es là, tu te dénudes, tu danses de manière sexy, ça n'a aucune utilité. Mais pour moi, une jeune fille, une préadolescente, bon, c'est vrai que je regarde ça avec des yeux de 2020, mais une jeune fille qui se marie, par exemple, très tôt, comme 11 ans, 12 ans, donc une mariée jeune, quoi. Ouais. Pour moi, c'est une forme de sexualisation parce qu'on reconnaît qu'elle a déjà la capacité de faire des enfants. Oui. Et là, en Occident, nous, on utilise le terme hypersexualisation pour caractériser l'habillement ou le comportement. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Oui. Donc, dans une société, on parle de sexualisation carrément. Et dans l'autre, on parle d'hypersexualisation alors que ce n'est pas nécessairement une sexualisation. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Ouais. C'est différent. Il y a un qui est hyper, mais que dans l'action, ça ne l'est pas, quoi. Bon, ça dépend, hein, parce que, par exemple, la réalisatrice expliquait que pour faire le film, elle a fait des interviews avec une centaine de filles, donc elle n'a pas rêvé de l'idée, là, elle s'est pas rêvée comme ça pour dire que les enfants vont danser sexy. Mais je suis quand même curieuse de savoir qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour elle, parce que normalement, une réalisatrice de ce calibre, elle se réveille pas un jour. Alors, qu'est-ce qui l'a même poussée à faire ça? Elle dit que, et vous allez voir que je cite souvent la réalisatrice parce que je suis allée regarder ses entretiens, je suis complètement in love, là, je suis in love, c'est mon girl crush. Elle dit qu'elle était dans un quartier et elle a assisté à un spectacle de danse de quartier, un peu comme ce qui se passe dans une des dernières scènes de Mignonne. Et qu'elle a remarqué à quel point, je pense que les danses n'étaient pas aussi poussées que ce qu'elle montre dans le film, parce que dans le film, elle veut quand même choquer. C'est un satire. Mais elle a remarqué à quel point les danses n'étaient pas si innocentes que ça. Donc ça l'a poussée à se poser des questions de quelles sont les influences que ces jeunes filles-là ont pour venir danser de cette manière-là. Quel est le cheminement en fait d'une jeune fille dans son adolescence lorsqu'elle se cherche, comment elle navigue. Et c'est une fois qu'elle a vu cette scène-là qu'elle a commencé justement, elle allait dans les quartiers quand elle a eu le financement et tout pour le film, elle a parlé à une centaine de jeunes filles préadolescentes de cet âge-là pour essayer de comprendre ce qu'elles vivent. Et là, ce qu'on a vu dans Mignonne, j'ai envie de dire, c'est soft. Parce que la réalisatrice dit qu'elle a parlé à des jeunes filles de 11-12 ans qui prennent des nudes tout le temps. Bon, soft, je sais pas, hein, parce qu'il y a une scène où j'ai hurlé comme... Faut pas non, je vais pas spoiler, je vais pas spoiler, mais je sais pas si c'était vraiment soft parce que... J'ai envie de dire c'était cru quand même. C'était cru, mais ok, oui, là il y avait des filles qui prenaient des news, mais parlaient de filles aussi qui se prostituaient, pas parce que forcément elles avaient, pas forcément pour des questions d'argent, mais pour des questions de d'attention, de vouloir découvrir leur corps un peu trop tôt, etc. C'est tellement facile de perdre de vue ton enfant, de perdre de vue la réalité, ce que ton enfant vit en fait au quotidien, et justement parce que la mère de Amy était absorbée par la deuxième femme que son mari allait potentiellement prendre, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas vues. Par exemple, souvent je me posais la question quand je regardais le film, mais après l'école là, je dis même, quand Amy s'habillait pour partir à l'école, au début elle cachait un peu ses crop tops. Non, à un moment donné... est-ce que tu as fait ça quand tu étais jeune? Moi j'ai fait ça, hein.
Ouh! Non, moi, j'ai pas fait ça. Ah, moi, et j'ai j'ai fait vécu ça. une enfance douce. Non, moi j'ai fait ça, c'est que moi j'avais des habits que je mettais dans mon sac. Quand j'arrivais à l'école là, tu Tu changes. dégaines la vie. Ou bien tu mets peut-être un vieux pull, mais en En dessous là, c'est les sexy. Hein. Ok. Bon, je mettais pas des crop tops, mais genre des trucs un peu plus révélateurs, quoi. fashion quoi. Pas révélateur nécessairement, mais fashion, j'aimais la mode. Mais donc. si tu cachais, c'est que ça devait être révélateur d'une manière ou d'une autre parce que tes parents allaient pas te laisser porter. Pas nécessairement, c'est juste que, bon, ce que tu considères fashion à un certain âge, c'est pas la même chose que ton père ou ta mère va considérer fashion. Par exemple, je sais qu'il y a une époque où mon père ne considérait pas les leggings comme des pantalons. Mais un legging, c'est pas un pantalon. Tu vois. Et prenons-nous au sérieux, un legging n'est pas un pantalon. Mais tu vois. Moi, jusqu'à présent, je comprends pas qu'on mette un legging où le haut, il couvre pas tes fesses, wesh. Ouais. On met pas un legging t-shirt. Donc pour lui, justement, quand par exemple on portait un legging, mais il fallait qu'il porte une robe, que c'était comme un collant. Ok, genre une robe carrément. C'est ça, mais pour moi c'était pas ça quoi. C'était à l'époque, tu es né il y a longtemps. Non, mais c'est tout ça pour dire que je pense que ce que Amy vivait en termes de cacher ce qu'elle porte, bon, ce qu'elle portait était déjà trop révélateur à la base, mais je pense que la façon avec laquelle elle se prenait pour cacher ce qu'elle porte, on est tous passés par là, quoi, un peu. Ouais, je trouve quand même. Ok. Pas toi, mais nous on a vécu, hein. On a vécu. Apparemment, je n'ai pas assez vécu. Mais en même temps, je pense que en tout cas, de ce que j'ai vu dans le film, elle le cachait quand même bien. Donc il faut vraiment aller voir le film, ça vaut la peine. N'écoutez pas en fait ce que les gens disent en ligne. C'est un film qui porte à réflexion. Ouais, allez le regarder et puis après quand vous aurez fini de regarder, on va vous demander c'était quoi les scènes qui vous ont le plus choqué parce que nous on en a, mais on fait de notre mieux pour ne pas tout révéler là. 2 scènes là. Vous allez crier comme si c'était un film d'horreur. Non, moi j'ai pas crié comme si c'était un film d'horreur, mais j'ai crié quand même. J'ai sursauté, j'ai crié. Hein. Quand même. Moi j'ai crié et puis genre j'ai fermé les yeux un peu, j'ai mis mes mains devant les yeux parce que je ressens vraiment le malaise des gens quelquefois. Oui. Et j'étais mal à l'aise, j'ai dit mais c'est vraiment malaisant. Mais j'avoue qu'il y a des scènes que j'ai juste mis pause. Ah, tu as mis pause carrément? Ouais, j'ai mis pause. Je suis comme, ok, Laurence, calme-toi. Surtout que je regardais, en même temps je travaillais. Donc j'étais comme, non, je peux pas écrire ce que je regarde par erreur et envoyer ça quelque part là-bas. Non, pardon. Ouais. Fortement recommandé. Oui, allez-y. On attend vos avis. Et en attendant, nous on va passer aux divers. Et cette fois-ci, nos divers sont spéciaux parce qu'on va concentrer nos divers cette fois-ci là. En vrai, hein, c'est une séance coup de cœur. Parce que je pense qu'on va vraiment parler de nos coups de cœur musicaux, comiques, en termes de livres, etc. Mais c'est vraiment nos coups de cœur. Donc, Laurence, je vais te laisser commencer avec un coup de cœur dont tu tiens absolument à parler. Donc, l'album de Damso est sorti très récemment, qui s'appelle QALF. Et c'est son 4e album, je pense. L'album, en fait, en ce moment, il est en train d'écraser tous les scores de streaming. Oui. Et mais, il avait clashé aussi récemment avec Booba. Donc, je pense que du point de vue du public, en tout cas, il y avait un peu de pression sur cet album. Et selon moi... Et aussi, il a beaucoup fait attendre aussi pour l'album. Oui. Surtout. Mais... ses fans ou les fans de Booba en tout cas diront qu'il avait beaucoup approuvé et j'ai beaucoup aimé l'album. Je pense que c'est très différent, c'est presque un départ de ses albums précédents où il était beaucoup plus vulgaire. Tellement. Là, il le reste un tout petit peu, mais... Ouais, mais je pense que comparé à... je pense que c'est Je respecte R, il était comme... Tends-moi ta joue, faut bien que je m'essuie. Et là, en fait, on voit en fait une transition où il parle de son fils, il parle de de son ex, un peu plus, de façon un peu plus tendre, on va dire. Ouais. Il parle du décès de sa mère. Donc, ce qui est intéressant avec cet album, c'est que pour la première fois depuis Batterie Faible, je n'ai pas dû chercher quoi que ce soit dans le dictionnaire. Quand dans les albums précédents, ils nous sortaient des trucs comme Ipséité, Lithopédion. Oh mon Dieu, mais même est-ce que c'est dans Ipséité qu'il y a Gova? C'est dans Ipséité, il y a Gova. Moi, je me rappelle, c'était une de mes chansons préférées, j'avais aucune idée. Je suis dans la Gova. Moi, je dis, je sais pas, tu es dans quoi? Mais viens, on est dans la Gova. Et c'est après, je sais plus, j'étais avec des amis et tout, et puis ils ont dit, ouais, on va dans la Gova. J'ai dit, mais comment ça, vous écoutez trop de Damso, vous? Ils m'ont dit, mais de quoi tu parles? Est-ce que c'est un mot français? Je pense que c'est un terme joual, non? Aucune idée d'où ça vient. C'est qu'est-ce que ça veut dire voiture. Et moi, comme une gaoise, je savais pas. Et maintenant, chaque 2 secondes, quand je peux, je fais ouais, la Gova. Ouais. En tout cas, moi, la semaine passée, j'ai appris Pouki. Donc, j'avoue. Mais c'est ça. Donc, franchement, cette fois-ci, ces textes étaient un peu plus, beaucoup plus simples, plus accessibles, je dirais, pour la personne moyenne qui a un champ lexical moyen, comme moi. Je trouvais aussi que l'album s'écoutait bien en l'envers.
étant donné qu'il terminait par l'intro et quand on faisait à l'envers, ça commençait doucement et ça a augmenté en fait. Ouais. J'ai bien aimé aussi le son avec Fally Ipupa. Oui, fais ça bien. Fais ça bien. Fais quoi bien? En tout cas, faut faire bien. Fais quoi bien? 454. Donc j'ai bien aimé la façon qu'ils ont mélangé. Je pense que ça se fait de plus en plus de mélanger tout ce qui est rumba congolaise, trap, lingala. De toute façon, ils sont tous à la recherche de leur identité africaine. Ah, ça. Ben, Fally, en fait, son identité est déjà confirmée. Fally n'est pas à la recherche. Fally a été invité pour confirmer la Congo. Il est à la recherche de Damso. Mais quand j'écoute Fally de plus en plus, on dirait qu'il est divisé entre deux identités. De rester le Fally traditionnel et de rester le Fally plus urbain. Donc, comme s'il essaie de desservir deux publics. Je sais pas si tu remarques dans ses albums. Je vois ce que tu veux dire parce que justement, l'album de Fally où il se force à parler le français. Là. Oh non, mais oh Arrête. C'est Tokos, non? Le samedi soir. Le jeudi soir. Le jeudi soir, excuse-moi. Le jeudi soir. Je sais ce que ton iPhone cache. Parle lingala ami, on sait pas ce que tu dis. Non, maintenant que je suis un peu plus woke, j'avais posté un statut quand Toko s'était sorti pour dire le français de Fally s'améliore. Mais maintenant, quand j'y réfléchis, en fait, il n'a pas besoin de parler français. Mais c'est pas parce que quelqu'un n'a pas besoin de parler une langue que quand il la parle mal, on peut pas dire qu'il la parle mal. Mais il ne la parle pas mal, c'est juste qu'il a un accent. Il a juste un accent dans la façon qu'il prononce certains mots. Je n'ai aucun souvenir ici en tête, mais voilà, Fally casse le français quelquefois. Et c'est correct parce que c'est pas sa première langue. C'est pas sa langue, de toute façon. Mais je vois ce que tu veux dire quand tu parles de cette division entre ces sons un peu plus traditionnels. Et c'est exactement... Je ne sais plus si on a eu cette discussion-là par rapport à Burna Boy dans l'épisode 1. Mais justement, j'ai l'impression que quand les gens commencent à percer et qu'ils veulent conquérir un public plus grand mondial, ils se sentent obligés de s'urbaniser un peu, si on peut dire ça comme ça. Mais je trouve qu'il y a des gens qui le font bien ou qui le faisaient bien. Par exemple, Sidiki, pour moi, c'est un exemple qui... Sidiki Diabaté. Oui, Sidiki Diabaté, qui, quand il a amené la kora dans la musique urbaine, selon moi, quand par exemple justement Booba avait repris Validé, qui était un de ses beats, ben, c'est une façon d'amener ta culture dans la culture urbaine. Donc je trouve que il y en a qui forcent un peu plus que d'autres. Et puis moi personnellement, j'aime les sons de rumba genre pur de Fally. Moi aussi, mais j'ai aimé Tokos parce que ça s'écoutait assez bien et je trouvais aussi que pour une fois je comprenais les paroles, tu vois, dans la mesure que par exemple Nourrisson, je suis là, je sens tout dans mes os, mais il peut être en train de parler du soleil et moi je suis là en train de pleurer. Donc mais le lingala c'est bon, c'est lyrique. Moi perso j'ai pas j'ai pas besoin de comprendre ce qu'il dit. Moi non plus, mais je pense que je crois que justement ça sonnait off avec ces sonorités là et quand je comprenais en fait de n'importe quoi qu'il disait, j'étais comme parle lingala s'il te plaît, blague-moi. Parce que là en fait quand il chante en français tu peux analyser les paroles. J'ai dit mais de quoi tu parles en fait? Non, le jeudi soir, toi, tu fais quoi? Tu n'es pas dans un état indécent. Et cette chanson, c'est n'importe quoi. Mais cette chanson, c'est n'importe quoi. Oh mon Dieu. Mais par exemple, il a sorti une chanson... Vas-y. Il a sorti une chanson Allô téléphone là en juin. C'est de la vraie rumba. La chanson dure 8 minutes, mais la chanson est pure. Elle est pure. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit Fally, tu es de retour. Tu vois? Et je trouve même que le Fally traditionnel, moi j'ai toujours dit qu'il y a des sons qui ne s'écoutent qu'au bled ou qui ne coulent qu'au bled. Il y a des sons de Fally Ipupa que quand j'écoute ça à Beru, comme là, ça m'énerve, ça ne passe pas. Mais quand tu es par exemple dans ton village, dans un 4x4 qui est mal entretenu, roulant sur une route qui n'est pas goudronnée, mais Laurence, de quoi tu parles? La poussière se soulève. Quoi? Genre, en fait... Mais de quoi tu parles? Non, mais il y a des chansons... Ok, je t'entends, je valide ton vécu. Canne à sucre, pour moi, c'est une chanson qui coule au bled, qui ne coule pas ici. Moi, perso, l'album de Fally coule partout. Ouais, mais je veux dire, c'est son classique. C'est son classique pour moi. Je trouve que ça s'écoute mieux dans un contexte africain. On va dire ça comme ça. Ouais, mais ton contexte africain, tu peux le créer où tu veux. Ouais, mais ici, en hiver, t'as pas la chaleur de sa voix. Tu vois ça, c'est pas pareil. Pardonnez, on va passer à notre prochain coup de cœur. C'est pas pareil, oui. Parce que là où Laurence est en train de partir, je sais pas si je suis capable de la suivre. Quand tu es ici, là, entre deux interruptions de service à Beruka, et tu entends dans tes écouteurs, chérie Nangai, canne à sucre, ça ne passe pas.
Et donc, c'est plutôt... Tu as dit que tu étais quoi, dans un 4x4 mal entretenu. C'est là que ça passe. Tu regardes en fait la nature, tu respires l'air frais. Et les gars, je passe à mon prochain coup de cœur. Parce que je ne comprends pas. Je passe à mon prochain coup de cœur. Je me comprends, c'est important. Ah, c'est important de se comprendre soi-même. Vas-y, ton prochain coup de cœur. Mon prochain coup de cœur, c'est une comédienne qui est super connue sur Instagram. C'est une Kenyane. Elle s'appelle Elsa Majimbo. Et vous la connaissez sûrement parce que vous l'avez vue, elle a ses lunettes de soleil. Elle mange souvent des chips pendant ses petits sketchs de comédie. Et elle a vraiment percé là pendant le confinement et après le confinement. Donc, elle a plusieurs petits sketchs où elle parle un peu de la vie de tous les jours, mais elle est vraiment marrante. Du confinement, du corona. Elle est blasée de tout, quoi. Comme nous tous. Comme nous tous, vraiment. Et je n'oserais pas vous faire certaines de ces blagues-là maintenant parce que je pourrais pas bien les faire. Mais honnêtement, je pleure de rire. Et malgré que j'ai déjà vu toutes ces blagues, il y a des fois, je vais juste sur son compte Instagram et je revois les blagues. Tellement elle est marrante. Et j'ai été super contente de voir qu'elle commence à avoir du succès à l'international. Et donc, elle a eu une entrevue avec CNN, The Guardian, The New York Times. Elle a eu un petit deal de sponsorship avec Fenty, la marque de Rihanna, où ils lui ont donné plein de lunettes de soleil. Et quoique je trouve que les lunettes de soleil de Fenty ne vont pas avec son branding, parce que sa paire de lunettes était très, très spécifique, celle de Elsa. Mais ce qu'elle a fait, justement, parce que souvent, elle se donne ce personnage de « elle aime l'argent, elle aime la richesse et tout ». Donc, elle changeait les lunettes. Je sais plus exactement ce qu'elle disait, mais genre, elle avait bien intégré ça dans son sketch. Et tu comprenais que c'était les lunettes de Fenty. Elle le disait et puis ça faisait en mode moi j'ai l'argent et tout. Donc je suis passée au niveau supérieur. C'est ça, comme elle avait bien intégré dans son sketch. Et ça fait vraiment du bien de voir. Comme j'ai l'impression qu'on l'a tous un peu découverte pendant le confinement, etc. Et ça fait du bien de l'avoir percée en fait. Et c'était des vidéos toutes simples, hein. Toutes simples. Et je la vois dans ses entretiens, toute souriante, toute heureuse et tout. Et franchement, je la connais pas personnellement, mais j'ai l'impression que c'est ma gossure qui a percé, tu vois. Et j'espère vraiment juste que plus elle va percer, plus elle va... J'espère qu'elle pourra aller loin et qu'elle pourra vraiment s'entourer de bonnes personnes parce que des célébrités... Mais elle vient de commencer, elle a déjà un partenariat, elle est déjà ambassadrice chez Fenty, donc l'avenir s'annonce bien, quoi. L'avenir s'annonce bien. J'espère, parce qu'on a tous vu, je veux dire, il y a eu des gens comme le petit Mayombo, par exemple. Je sais pas si vous connaissez le petit Mayombo, c'est celui qui dit... Tu vois les retombées. Que dire Bon, Laurence l'a fait, j'ai pas besoin de le faire. Et le petit Mayombo, c'était ça. Bon, la différence avec le petit Mayombo, c'est qu'il avait quand même juste une phrase phare. Vraiment juste une. Non, deux. Que dire. Bon, il y avait 2 phrases phares et puis ça l'a propulsé le gars, genre... on parlait de lui partout. Il a fait une tournée des médias en France, s'il te plaît. Il est passé dans tous les médias, etc. Mais quand il a fini ça, on a entendu parler de lui 2 fois après la tournée des médias. La première fois, il est venu nous dire que son manager l'a escroqué et que tout ce qu'il a fait en France, son manager lui a seulement donné 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA, c'est quoi? C'est 450 €, 700 $ canadiens environ. Pour toute une tournée. Toute la tournée des médias. Le gars partait dans les plus grands J'ai vu plein d'interviews sur Combini, je pense qu'il a fait Combini, plein de trucs. Escroqué. En tout cas, c'est ce qu'il dit. 300 000 C'est ce qu'il a dit. On lui a seulement donné 300 000 francs. Et ça, c'est... Tu sais, quand tu perds, tu n'as pas le temps de vraiment t'entourer de personnes qui sont honnêtes. Et c'est ce qui finit par se passer. Et puis après, le problème aussi, quelquefois, avec ce genre de buzz où tu as fait le buzz sur seulement 1 vidéo et demie, c'est que bon, en fait, on ne sait pas si tu as de la substance. Et si tu as un plan d'affaires derrière ou une idée ou même si ton humour peut aller loin, parce que faire des blagues, ça peut arriver à tout le monde de faire genre une blague vraiment hilarante sur le moment, ça va prendre. Qui devient viral, c'est ça. Parce qu'après, il s'est lancé dans la chanson, il a fait une chanson. T'as écouté? Oui, mais ça va pas. Il y a un clip? Il y a un clip, bien sûr. Il y a le clip, il y a la chanson, et j'étais comme... Mais visuellement, ça va être drôle, non? Non. Il est comme... Je sais plus s'il était comme sur un bateau avec des meufs et tout. Je me rappelle plus exactement, mais genre, je sais... Tout ce que En fait, je me rappelle de mon sentiment, parce qu'on dit ce qui reste... entre comédien et chanson, là, je comprends pas le truc. Donc, il a décidé que lui... Il cherche l'argent, non? Ah, ok. Non. Partout, il y a l'argent. Non, mais c'est vrai que si tu chantes, tu peux gagner plus que 300 000 francs. Hein, et en théorie. Mais il faut bien chanter et puis il faut faire des chansons bien, quoi. Moi, tout ce que je sais, je me rappelle plus ce qu'il y avait dans le clip, je me rappelle juste de mon sentiment. J'étais mal à l'aise. J'ai regardé jusqu'à la fin. Que dire. Que dire. Bref. Et je pense aussi que justement, parlant de chansons et de films, tu avais une autre recommandation de film, non, à nous donner? Oui.
Alors, j'ai deux mêmes recommandations de films. Je parle beaucoup des... Aïssa ne fait que nous donner les devoirs. Ah, je vous donne les devoirs, les chics devoirs. Non, je parle beaucoup. Après, je me taire, mais j'ai vraiment juste deux recommandations. Puis après, je me taire. Vas-y. Bon, la première, c'est pas vraiment une recommandation, hein, c'est un gros coup de fierté. Parce que voyez-vous, cher ami, encore, regardez là. On va parler de la Côte d'Ivoire, Écoutez-la. L'unique, Écoutez-la. l'incroyable, Oh, je n'ai plus les mots, mais le pays... Le meilleur pays du monde. N'est-ce pas? Oui. Vous avez combien de canons? On a 5. Vous? Est-ce que c'est ça on mange? Est-ce que c'est ça on mange? On mange quoi alors? Les beaux on films? Mange... Vas-y. Alors, raconte ton film. Et Laurence, essaie de me respecter. Raconte ton film. Je tiens à dire que normalement, je me serais pas laissé faire. Mais voilà, je suis fatiguée, donc je vais me laisser faire. Tout ça pour se dire que il y a un film ivoirien qui s'appelle La Nuit des Rois, qui n'est pas encore sorti au cinéma, qui va sortir en novembre, mais qui fait déjà parler de lui à l'international. Et ça fait du bien de voir un film ivoirien qui fait parler de lui pour la qualité de la cinématographie. Donc, le film a été déjà sélectionné au Festival du film à Venise. Il a été sélectionné au New York Film Festival. Il était au TIFF, donc c'est le festival de film à Toronto, qui est quand même plutôt connu aussi. Et au TIFF, il a gagné un prix. Et là, il a été soumis aux Oscars, mes amis. Oscars. Et le film il parle était de quoi? soumis aux Oscars pour représenter la Côte d'Ivoire. Donc, le film parle d'une rébellion qui émerge dans la prison nationale. Je ne connais pas plus de détails que ça. Il sort en fin novembre en Côte d'Ivoire. Et ça, je me dis, j'aurais tellement voulu être à Abidjan en novembre pour pouvoir regarder le film. Et j'ai juste vu quelques photos de certaines scènes du film. Ça avait l'air dingue. Juste les outfits, les outfits des gens étaient super beaux. Costumes. Les costumes, l'anglais, le français, vraiment. Les costumes des gens étaient super beaux. Et puis, le film a été fait par un réalisateur franco-ivoirien. Il y a des artistes... des acteurs, ivoiriens. Donc, franchement, ça fait du bien de voir que notre cinéma... Là, il a la fierté. Donc, fait en Côte d'Ivoire par des Ivoiriens, scénario... réalisateur ivoirien, en théorie, tout. En théorie. Ah, ça, on a hâte de voir. Ce sera disponible sur... Je sais pas sur quelle plateforme ce sera disponible, honnêtement. Je sais juste que ça sort au cinéma en novembre. Et justement, le deuxième film que je suis allée voir au cinéma, les gars, je suis allée voir ça avant-hier. Ça s'appelle Petit Pays. Petit Pays, c'est basé sur un livre du même nom. Déjà, Petit Pays, c'est un de mes livres préférés dans le monde mondial. Genre... dramatique. Dans le monde mondial. Dans le monde mondial. Ok. C'est un de mes livres dans la planète planétaire. Planète planétaire, univers universal. Ok. C'est un de mes livres préférés. Ça parle de la crise du génocide qui a eu lieu au Rwanda, de la crise aussi du coup qui a eu lieu au Burundi. Et ça raconte toute cette crise-là sous le point de vue d'un enfant d'environ 11-12 ans. Donc, je ne vais pas vous spoiler ou quoi que ce soit. De toute façon, ce sont des faits historiques. Je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe dans la vie de l'enfant en soi. Mais l'histoire commence de manière très innocente. C'est un enfant qui te raconte sa vie de tous les jours, de comment il joue avec ses amis. Ils vont voler les mangues chez le voisin, etc. C'est un petit métis, là, maman noire, papa blanc. Ils vont voler les mangues chez le voisin, leur bande d'amis, etc. Et moi, même au début du livre, parce que j'ai une nouvelle habitude où je ne lis pas les résumés du livre, je lis, je suis, on m'a dit que c'est bien, je lis. J'ai dit, mais c'est quoi ce livre qu'on m'a dit de lire? Moi, les enfants s'amusent, c'est bon. Où est le rapport? Et tout d'un coup, tu vois comment la guerre influence plusieurs aspects de sa vie, en passant de ses parents, la relation avec ses parents, comment est-ce que lui grandit et comment il est confronté avec des décisions et des horreurs de la vie d'adulte. C'est écrit vraiment avec le vocabulaire d'un enfant de 11 ans? Oui, donc c'est écrit très simplement. Ah, mais c'est comme le livre dont je te parlais là, Allah n'est pas obligé. Je sais pas si c'est à toi que je parlais de ça. Oui, c'est pas à moi que tu parlais, mais... C'est un peu dans le même genre, c'est vraiment un enfant soldat qui écrit avec ses yeux. Ouais, et ça, c'est exactement ça. C'est vraiment l'enfant qui te raconte son vécu, son quotidien. Et bon, déjà, les guerres, on le sait, c'est atroce, mais raconter avec les yeux d'un enfant qui comprend pas toujours tout. Et à des moments, je vais rien dévoiler, mais qui est forcé à grandir trop vite et à avoir des avis sur des choses beaucoup trop vite, c'est poignant. Moi, quand je l'ai lu... C'est un livre qui est dur à lire. Je ne connais personne qui l'a lu sans verser une larme. Et moi, je me rappelle, je l'ai lu. J'ai la manie de lire les trucs qui font pleurer ou de regarder les trucs qui font pleurer en public. J'étais dans un bus avec tous mes collègues. Je les connaissais à peine. Et j'étais là en train d'essayer d'essuyer mes larmes sur le teco. N'importe quoi. Et là, l'adaptation cinématographique est magnifique. Dès que j'ai su qu'il allait avoir un film, j'étais super contente. J'avais hâte. Ils n'auraient pas pu mieux faire.
C'est-à-dire que... Donc, vu que tu as lu le livre, en fait, c'était exact. Ça. Il y a des moments où c'est sûr que le livre reste mieux parce qu'il y a certaines émotions qu'on peut mieux communiquer à travers le mot, à l'écrit. Franchement, c'était magnifique. J'ai pleuré encore. Tu sais, il y a des films, ça va te mélanger et tout. Tu finis, tu te dis, c'est le film, c'est Hollywood ou machin. Mais là, tu finis, tu sais que c'est quelque chose qui a eu lieu. On peut pas fuir les réalités de nos mondes. Et c'est très bien. Genre, c'est beau. Le film est bien, le livre est bien. Ça a été écrit, le livre a été écrit par Gaël Faye, qui est un artiste, musicien. Il a aussi fait une chanson. Du coup, il est moitié burundais, moitié français. Non, sa mère était rwandaise, pas burundaise. Lisez le livre d'abord. Honnêtement, si vous aimez lire, lisez le livre d'abord, ensuite allez voir le film si vous pouvez. En tout cas, c'est drôle, la première fois que tu m'as dit Petit Pays. Moi, j'étais, le chanteur. Regarde, elle dit que, oui, quoi, sur Petit Pays? Je dis, machin, on parle pas de votre chanteur camère. On parle de... La star, le seul. On parle d'un film. L'avocat défenseur des femmes. Pardon. Donc, moi, mon coup de cœur, c'est Omele. Moi, en fait, je suis en retard dans la découverte de cet artiste. Donc, c'est pas nouveau. Mais c'est Omale. Qui fait dans l'afrobeat. Son album s'appelle Get Laid. Je pense que c'est sorti en début d'année. C'est un EP. C'est un EP. Comment on dit EP en français? EP. EP. Ce sont 2 lettres. On a reçu de la rétroaction que le podcast était en franglais, donc on essaie de maintenir ça en français le plus qu'on peut. Mais vous voyez que c'est dire. C'est compliqué, quoi. Donc, c'est ça. Donc, lui, en fait, avec cette épée, il a eu l'album Afrobeat le plus streamé, je pense que c'était sur Audiomack. Aussi, il a été désigné comme artiste favori de Apple. Attends, mais Audiomack, là, c'est quoi déjà? Plateforme de streaming. Les gens comme ça SoundCloud. Sur le continent, oui. Ok. Oui. D'accord. Et aussi, il fait partie de la campagne Africa Rising de Apple. En tout cas, il a un son qui s'appelle Lolo Lolo, que j'aime bien. Lolo, parce que tu t'appelles Laurence, oh, Lolo, non, Lolo, Lolo. C'est ça, aucun lien. Et je suis J'avais même pas pensé à ça, ouais. J'avais même pas pensé à ça. Mais franchement, l'album est vraiment bien, donc moi, je le recommande. C'était mon coup de cœur qui est récent, mais pas tellement. Donc, du coup, ta chanson préférée, c'est Lolo, Lolo. Lolo. Ah, Lolo, ok. L-O-L-O. Ok, donc on va aller écouter Lolo. Moi, je l'ai écouté 1 fois, 2 fois, vite fait, mais je me rappelle plus des chansons. Oui. En fait, je pense qu'avec Rema, je pense que les gens qui aiment bien Rema, celui qui a chanté Do Maybe, ils vont quand même apprécier Omale ou Omele. Moi, j'ai bien aimé Rema, donc... Ouais. Donc, c'est ça. Est-ce que, Aïssata, tu vas nous faire atterrir ou on fait comment, là? On continue à enjailler les gens? Non, on va atterrir, hein. Ouais. Je pense qu'il est l'heure de l'atterrissage, chaque fois, je dois te rappeler d'atterrir. Mais attendez, mais le vol est trop chic. Pourquoi vous voulez atterrir forcé? Mais bon, comme il faut bien atterrir à un moment donné, là. Les amis, d'habitude, je dis ça en douceur, mais attachez vos ceintures, redressez-vous, on va atterrir. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme de choix, de nous laisser des commentaires, de nous laisser un petit 5 étoiles, d'en parler autour de vous et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Affairage Airways sur Instagram et aussi sur Facebook. Et on se dit à dans 2 semaines. Bye. Bye, bye, bye.